Ce que j'ai changé, en fait, c'est je suis passé d'un management très impersonnel à un management beaucoup plus personnel. Où, au lieu de juste me concentrer sur la tâche, comment elle était faite, les chiffres, etc., et vraiment m'intéresser à l'humain, je ne le referai pas. Parce qu'avec maintenant, ce que j'ai appris, c'est que bien analyser la compatibilité, la culture quand on fait une acquisition, c'est primordial. Parce que sinon, on perd les gens, et la perte des gens, c'est l'actif le plus important dans un business. Avec 100% de turnover, c'est très coûteux pour une boîte. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Pierre. Bonjour Paul. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui à Christchurch au sein des locaux de Mada. Bienvenue et merci de m'accueillir sur ton podcast. Avec plaisir. Pour commencer cet épisode, je vais te laisser te présenter, nous raconter d'où tu viens, résumer rapidement ta carrière et m'expliquer tes fonctions actuelles. D'où je viens? Ça, c'est une question compliquée. Je sais jamais trop quoi répondre quand on me la pose. Parce que l'endroit où j'ai passé le plus de temps dans le monde, c'est la Nouvelle-Zélande. Je suis né à Pertuis, dans le Vaucluse. Ouais. 30 minutes d'Aix-en-Provence, à peu près. Je suis resté là, je crois, jusqu'à mes 2 ans. Après, j'étais à Saucé-les-Pins, Carry-le-Rouet, Marseille. Et après ça, en Grèce. Ensuite, fast forward quelques années. J'ai passé mon bac en Bretagne, à Dinan. Et ensuite, j'ai fait une prépa Mathsup-Maths-P à Janson de Sailly. Je voulais être astronaute à la base. Malheureusement, autant l'école pré-bac, c'était facile, autant arriver en prépa, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui étaient 1000 fois plus intelligents que moi et que malheureusement, je n'allais jamais arriver dans l'espace. Donc, je me suis dit, soit je continue ça et je vais finir à designer un boulon pour la navette spatiale, mais depuis un bureau, soit j'arrête et du coup, j'ai cherché autre chose et j'ai atterri à l'EPSI, qui est le bachelor BBA de l'ESSEC, 4 ans. Et là, c'était super. Comme beaucoup de gens le savent, je pense, en école de commerce, on fait pas grand-chose, on fait beaucoup de networking. Donc ça, c'était cool. J'ai fait un échange à Séoul, je fais des stages en Grèce, en Espagne et en Italie. Ouais. Et j'ai eu mon diplôme en 2010. Et après, j'ai commencé à bosser tout de suite dans une boîte qui s'appelle Regus, oui. Qui est maintenant IWG, enfin la parent company c'est IWG, et ouais. ils ont pas mal de marques de coworking. C'est le premier concurrent de WeWork, ils sont plus gros que WeWork. WeWork qui est célèbre, pas pour les bonnes raisons, mais IWG, ça fait 30 ans qu'ils sont dans cette industrie. Et du coup, j'ai bossé à Paris 3 ans, après à Sydney 2 ans, et ensuite en Nouvelle-Zélande 5 ans. Okay. Et j'ai démissionné, c'était assez chanceux comme timing, juste avant Covid, sans le savoir. Et du coup, parce que Covid pour l'industrie des bureaux flexibles, c'était pas terrible. Et donc, j'ai arrêté ça. Ensuite, j'ai fait de l'aménagement intérieur de bureau. Pendant 3 ans, j'ai bossé pour 2 boîtes. J'étais CEO de la dernière. Et au bout d'1 an, en fait, j'ai réalisé que j'avais envie de bosser pour moi. Et chanceux encore, j'ai reçu un coup de fil au milieu de cette période d'un monsieur qui s'appelle Sudesh Junjunwala, qui est le propriétaire des hôtels Sudima en Nouvelle-Zélande. C'est un de ses investissements. C'est une grande famille qui ont des hôtels un peu partout dans le monde. Et il se trouve que lui avait un coworking space il y a 15 ans. D'accord. Et pour la petite histoire, parce que c'est marrant en Nouvelle-Zélande quand même, je parlais de ce coup de fil avec mon beau-père, qui lui aussi est dans le commercial property en Nouvelle-Zélande.
et je dis juste le nom, et il se trouve que mon beau-père avait vendu 30 ans en avant un terrain au père de Sudesh. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, pour mettre en perspective, mais à quel point c'est unlikely que ça arrive. En France, ça n'arriverait jamais, mais ici, c'est très courant. Et donc, du coup, j'ai lancé Omada il y a 1 an et demi, à peu près, en partenariat avec les hôtels Sudima. Et là, je me suis mis à plein temps depuis 1 semaine. Ok. On va y revenir sur l'aventure Omada, sur ta carrière que tu as construit dans le monde des flex office, les coworking space, justement, tu parlais de Regus, de AWG, qui sont concurrents de WeWork. On y reviendra. Au début, tu as commencé en évoquant ton enfance dans le sud-est, tu parlais de la Grèce, etc. Je crois que tu as pas mal voyagé quand tu étais jeune. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est l'histoire de ton expatriation ? Pourquoi est-ce que tu es parti vivre en Nouvelle-Zélande et donc en quittant Paris, tu es parti d'abord à Sydney, puis en Nouvelle-Zélande, mais aujourd'hui on se trouve en Nouvelle-Zélande. Quelle est l'histoire de ton expatriation ? En fait, dans ma jeunesse, j'ai jamais habité très longtemps au même endroit. Mon père était pilote de ligne et ma mère hôtesse de l'air. Donc quand j'étais petit, ils étaient tout le temps partis. Et puis après, quand j'ai un peu grandi, en fait, tous les 2 ans, ma mère, elle voulait changer d'horizon. Donc tous les 2 ans, on a bougé. Mon père, quand il avait 42 ans, il a fait la Mini Transat. Je ne sais pas si tu connais, c'est une course de La Rochelle aux Antilles sur un tout petit bateau, 6,50 m. Et du coup, je voyageais pas mal aussi en vacances, en avion, comme on payait pas les avions, ce qui était pas mal. Et je pense que ça m'a bien donné le goût du voyage et de l'aventure. Et je me suis jamais vraiment senti chez moi en France. Maintenant, beaucoup plus. Pendant que je suis à l'étranger, ça me manque, mais il y avait quelques aspects de la France qui ne me plaisaient pas. Surtout le côté peut-être un peu rigide. Notamment en entreprise. Maintenant, le vouvoiement, par exemple, c'est quelque chose que je trouve assez difficile à apprécier. Je trouve que ça crée des barrières. Et du coup, dès que j'ai eu la possibilité, j'ai voulu m'expatrier ailleurs. Comme j'avais habité 2 ans en Grèce avant, j'ai fait un échange à Séoul, en Corée du Sud. Et du coup, au bout de 3 ans en fait, de travailler chez Regus à Paris, j'ai démissionné. Et quand ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et du coup, ils m'ont dit non, démissionne pas, on a des bureaux partout dans le monde. Où est-ce que tu voudrais aller ? Et moi, je voulais aller soit à San Diego, soit en Australie, parce que j'adore le surf. Okay. Et comme qualité de vie, ça me paraissait pas mal. Et du coup, les États-Unis, c'était très difficile en termes de visa. Mais Sydney, il y avait un poste. Donc, je suis parti à Sydney avec mon backpack, ma guitare et mon surf. Et je suis arrivé là-bas. Et c'était une première expatriation boulot. Vachement intéressant, la différence de culture. Je tiens à dire qu'en France, on bosse bien. Parce que quand je suis arrivé au début, au bout de 2-3 semaines, j'avais 2 employés, enfin 2 direct reports. Et ils ont tous les 2 démissionné. Et je comprenais pas, parce qu'en France, j'étais très apprécié comme manager. Et puis là, on m'a dit, ouais, mais tu leur as demandé de bosser. Un petit peu trop. Et pour ça, c'est la première réaction. Deuxième réaction, c'est après, avec un peu de recul, j'ai réalisé que la communication devait être très différente. Okay. Autant en France, on est très direct. Par contre, Australie et encore plus la Nouvelle-Zélande, ça doit être très différent. Donc, j'ai fait ça 2 ans et après, le poste de country manager s'est libéré en Nouvelle-Zélande. J'ai postulé et puis je l'ai eu. Et du coup, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande et j'ai bossé 5 ans. Et puis après, démission et 3 ans dans des boîtes d'aménagement intérieur et Omada. Ok. Parle-moi un peu de la communication australienne et néo-zélandaise. Parle-moi de cette communication et aujourd'hui, qu'est-ce que tu envies à la France ? Parce que finalement, moi, je disais que quand j'étais jeune, j'étais pas très content et je trouvais qu'on était trop rigide. Et aujourd'hui, tu dis que
tu as plaisir à rentrer en France, ou même tu envies certaines parties de l'aspect de la société française. Est-ce que tu peux me présenter cela un peu plus en détail? Ouais. Alors, déjà, Australie et Nouvelle-Zélande, très différents. Souvent, on les regroupe. Oui. Dans, les Néo-Zélandais, souvent, on pense que c'est un département de l'Australie, mais en fait, c'est complètement différent. Ils sont plus directs en Australie, mais en Australie, et les Australiens eux-mêmes le disent, en fait, il y a un peu un complexe de tout le monde a une médaille d'or. Ça veut dire, à l'école, même quand tu es dernier, tu reçois une médaille. Et c'est un Australien qui me disait ça. En fait, ce que ça a créé, ça, c'est que en entreprise, les employés attendent tout le temps d'être récompensés. Il faut leur donner des petites tapes dans le dos pour qu'ils se sentent bien. Et sur ce point-là, en fait, j'ai appris après que c'était vachement important. Alors qu'en France, on serait peut-être plus direct à dire, ben non, ça c'est pas bien, quoi. Tu n'as pas fait ça bien, faut que tu l'améliores et que tu le fasses comme ça. En Australie, faut utiliser la technique du sandwich. On commence par un compliment. Ensuite, on suggère que peut-être il y aurait une amélioration possible. Et après, on finit par un compliment. Alors que moi, au début, je rentrais un peu dans l'art. Et ça n'a pas marché. En Nouvelle-Zélande, un peu pareil, ils sont moins directs. En fait, ils sont extrêmement polis, les Néo-Zélandais. Du coup, notamment dans la vente, tu me demandais qu'est-ce qui est j'envie à la France. J'envie à la France le côté, en tout cas quand tu es dans une situation de vente, tu vas savoir rapidement ce que l'autre personne pense. Alors qu'ici, ils ne veulent jamais dire non. Parce qu'ils ont peur de te blesser. Ils vont jamais dire non, mais au final, ils vont jamais accepter ou signer. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de savoir vraiment ce que les gens pensent. Ça prend beaucoup de temps aussi ici, comme c'est tout petit. Ils sont très ouverts. Néanmoins, tout marche à la relation. Ça veut dire que pour faire du business avec quelqu'un, même si tu as le meilleur produit, tu vas y aller la première fois, non, deuxième fois, troisième, et c'est parfois seulement au bout de la 5e fois où ils vont accepter de faire du business avec toi parce qu'ils commenceront à te connaître. Alors que dans des pays un peu plus grands, je dirais comme la France, les États-Unis ou l'Angleterre, la transaction est beaucoup moins basée sur la personne, plus sur la valeur intrinsèque du produit ou tel qu'on arrive à la communiquer. Ce que j'envie à la France, d'un point de vue business, un petit peu ça. La culture. Quelle culture? Alors, la culture, plus d'un point de vue histoire, diversité, profondeur de différents backgrounds. La Nouvelle-Zélande, c'est très jeune. C'est un des pays les plus jeunes. C'était 1860 ou entre 70, le traité de Waitangi. Donc, c'est vraiment une société... Entre les Maoris et les Anglais qui étaient venus. Tout à fait. Et donc, la culture maori est plus ancienne, toujours pas très ancienne quand même à l'échelle du monde. Et ça fait que parfois, ça manque un petit peu de couleur par rapport à la France, ou ce qui est aussi un problème en France, d'un point de vue politique, tellement difficile de gérer un pays comme ça, où il y a tellement d'idées, de cultures, de points de vue différents. Mais quand je retourne en vacances, je trouve que cette richesse-là est très agréable. Ça se retrouve dans la nourriture, dans la musique, dans le business aussi. Ce côté-là me manque un petit peu. Mais sinon, en Nouvelle-Zélande, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la facilité de faire du business. Parce que d'un point de vue administratif, tu peux créer une boîte en 5 minutes, en ligne. Les taxes, tout est pris à la source. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Ça, j'envie pas à la France. Okay. Je pense que les entrepreneurs français aimeraient beaucoup la Nouvelle-Zélande. Oui, et puis ce qui est propre aussi à un pays qui ne compte que 5 millions d'habitants, c'est que c'est plus facile aussi d'automatiser. Comme c'est un pays jeune, récent, comme tu dis, il y a peut-être moins de procédures administratives historiques qu'il a fallu faire évoluer. Puis aussi, je pense comme c'est un petit pays, les gens se font plus confiance. Je me souviens au début où j'étais arrivé, au bout d'1 an et demi, j'avais été à Dunedin, 180 000 habitants. Et j'avais rencontré un propriétaire
Et on avait fait un deal où c'était lui qui investissait 3 millions de dollars quand même dans l'aménagement intérieur, etc., sans garantie de revenus. On avait discuté, on avait été manger, et à la fin, il m'avait serré la main. Et quand je suis reparti, l'agent immobilier qui organisait le deal m'a dit « Ah bah ça y est, c'est bon, t'as un deal ». Et je me suis dit comment ça, on n'a rien signé encore ?» Il m'a dit « Non mais ça, c'est aussi solide que de signer un papier ». Et ouais, en fait, ça s'est fait c'est de même façon. Donc je pense qu'il y a peut-être moins de contrôle nécessaire d'un point de vue administratif dans une culture où il y a plus de confiance, peut-être. Et la confiance, comment ça se passe quand toi tu arrives, parce que tu es expatrié, tu es français, et est-ce qu'il ne faut pas finalement connaître un peu tout le monde, être néo-zélandais de racines, avoir sa famille, être là depuis des générations pour pouvoir faire du business, et finalement tu dis on n'est pas forcément reçu pour notre produit, pour notre titre, pour l'école, et plus par rapport aux relations. Pour toi, c'est une force, c'est une faiblesse? Comment ça se passe et comment tu l'as vécu en tant qu'expatrié français et comme immigré en Nouvelle-Zélande par rapport à cette culture business? Je suis content de ne pas avoir créé ma boîte tout de suite. Parce que comme je te disais avant, au bout d'un moment, une fois qu'ils voient que tu es là pour rester, parce que comme il y a beaucoup de confiance, normal, ils veulent s'assurer que tu es quelqu'un de bien, que tu peux on peut te faire confiance, que tu vas pas tu vas faire quoi que ce soit de néfaste pour eux. Donc au début, c'est pas facile à percer. Malgré que ce soit petit, c'est très facile de rencontrer les gens. Franchement, tu peux rencontrer le CEO de même des plus grandes boîtes ici, juste avec un message LinkedIn. Ça peut arriver. Si tu as quelque chose d'intéressant à les proposer, il va dire « Ouais, pas de souci, on se prend un café ». Donc, c'est bien de ce côté-là. C'est pas bien du côté où ça va prendre du temps pour arriver à faire quoi que ce soit. Mais c'est bien quand tu es là depuis un moment, que tu es reconnu dans ton industrie. Ça, c'est un avantage. Là, ça fait 10 ans. Maintenant, je commence à avoir un bon réseau. Et dans 10 ans, je pense que ce sera encore plus fort. Et ça, c'est pas mal. Ici, on m'avait dit quand je suis arrivé, surtout, ne brûle jamais de pont. Don't ever burn bridges. Ne saute pas d'étape. Ouais, ou faut jamais... comment... Oh là là. C'est une traduction. Ça veut dire ne fais jamais... faut jamais brûler des relations business. Parce que comme c'est tout petit, si un jour tu fais quelque chose que tu devrais pas, ça reste avec toi très très longtemps. Oui, comme tout le monde se connaît dans l'écosystème, justement, il y a peu de monde. Tout à fait. C'est compliqué de se refaire une crédibilité, une bonne réputation une fois que... Absolument. Et vraiment incroyable le nombre de fois où je parle à quelqu'un et on réalise qu'on connaît la même personne qui a fait X, Y, Z. Incroyable. Ici, il n'y a que 2 degrés de connexion entre les gens. Ok. Donc, ça veut dire quand tu connais 2 personnes, à peu près, tu peux arriver via ces 2 personnes à être introduit. Donc, une personne et une deuxième, tu peux être introduit à toute la Nouvelle-Zélande, ce qui est incroyable. Et ça, même à Auckland. Alors après, quand tu vas dans le sud, où c'est plus petit, alors là, je te raconte pas. Ok. Mais ça, c'est bien. Je pense que ça crée du coup... Je me souviens quand j'étais arrivé, la première semaine, j'avais pris le bus. Et en descendant du bus, les gens disaient merci au chauffeur du bus. Et moi, venant de Paris, où tous les week-ends ou toutes les semaines, tu vois des articles, chauffeur de bus poignardé, caillassé, etc. Je me disais, oh la vache, incroyable, quoi, ils sont super polis, les gens. Et je m'étais dit, c'est incroyable si on arrivait à partager cette approche dans le monde entier. Et je pense qu'il crée ça, c'est justement la conscience qu'on est tous connectés et que nos actions ont des répercussions, ont des conséquences. Du coup, on fait plus attention à la façon dont on traite les autres, ce qui au final, dans une société, est pas mal, je pense.
Ouais, ok. Encore une fois, bah, ça c'est faisable, mais à l'échelle du monde compliqué, il faut que les écosystèmes soient assez petits pour pouvoir appliquer ce type de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer, tu l'as évoqué rapidement en disant que tu avais deux staff qui étaient partis quand tu avais commencé à manager. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait évoluer ton mode de management et comment tu as adapté ton management à la culture locale? Ouais. Bah, je pense que c'était un... Alors, il y en a une qui est revenue. Elle a démissionné et puis après, elle a dit « Ah non, en fait, je reviens ». Et ce que j'ai changé, en fait, c'est... Je suis passé d'un management très impersonnel à un management beaucoup plus personnel. Où, au lieu de juste me concentrer sur la tâche, comment elle était faite, les chiffres, etc., et vraiment m'intéresser à l'humain et être plus tolérant et réfléchir, en fait, parce que moi, j'étais très motivé par ma boîte, très corporate, je voulais réussir, etc. Donc, ça avait une tendance un peu peut-être à écraser les autres qui étaient moins corporate et dans la réussite. Et du coup, je me suis dit, en fait, faut que j'arrive à, comme dans la vente, à savoir, pour cette personne-là, qu'est-ce que il ou elle a envie d'apprendre, de achieve, d'accomplir. Merci. Quand il ou elle vient au bureau. Et ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Il y en a, en fait, ils veulent vraiment gagner de l'argent. Il y en a d'autres, ils viennent plutôt au bureau pour se faire des copains, pour avoir un peu une deuxième famille quelque part. D'autres, ils veulent apprendre. Donc vraiment, juste arriver à comprendre cette personne-là, qu'est-ce qui est important pour elle. Ça, c'était une première chose. Et deux, m'assurer que quand il y avait du feedback, il était actionné. Parce que j'ai réalisé qu'il y avait... Regus, c'était une boîte où, comme c'est très gros, très corporate, avec énormément de contrôle partout, très difficile de changer des choses qui ne marchent pas. Donc, il y avait énormément de friction entre les gens qui sont les front staff et le management, parce que dans les hôtels sont faits d'une façon où le head office, la partie la plus importante, c'est d'être une support function pour le front staff, le front office, pour que justement tout ce qu'ils font, c'est pour faire en sorte que la vie du front staff est plus facile. Chez Regus, ce n'était pas encore le cas. Et du coup, souvent, il y avait des choses qui ne marchaient pas, il y avait du feedback, mais rien ne changeait. Donc, j'en ai fait un peu ma mission de m'assurer que moi, je devenais un expert de tous ces systèmes-là, même si ce n'était pas ma fonction. Comme ça, quand mes staffs avaient un problème, je pouvais le résoudre pour eux. Comme ça, ils pourraient vraiment se concentrer sur leur boulot. Parce qu'il n'y a rien de plus démotivant, je pense, quand pour des boulots qui sont customer-facing, où l'important, c'est la satisfaction client, et qu'on ait des barrières dans la boîte pour délivrer cette satisfaction client. Et au final, une des staffs, elle est restée 2 ans. Même après que je sois parti, elle est encore là, elle m'écrit toujours, on est devenus très amis. Et moi, ça m'a apporté beaucoup d'humanité, je pense. Passer d'un mode un peu corporate, chiffres, etc., à un management beaucoup plus humain, en fait. Okay. Ce qui était un bénéfice, je pense. Alors, on va revenir sur toute la partie coworking space, etc., et la façon dont tu as migré des grands groupes jusqu'à ton aventure entrepreneuriale Omada. On va commencer par une question simple. Raconte-moi l'histoire d'Omada. Pourquoi est-ce que tu as lancé ce flex office? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ta propre entreprise plutôt que de continuer à évoluer dans des grands groupes comme Regus, AWG notamment? Un peu la chance et un peu, je pense, ma personnalité. Chance d'un côté où j'ai démissionné de Regus juste avant le Covid. Ça, c'était chanceux parce que pendant Covid, c'était pas terrible pour les flex office. Et personnalité parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui ait du sens, qui améliore... bon, c'est peut-être un peu exagéré de dire qu'il améliore la société, mais
L'argent ne me motive pas forcément. Ça, c'est facile quand on en a assez pour vivre, mais dans la vie, j'ai passé beaucoup de temps avec des gens très riches et ils n'étaient pas forcément heureux. Et dans mes voyages, je suis passé en Algérie, au Maroc, en Afrique, et paradoxalement, ils avaient l'air plus heureux, plus humains. Donc je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens, qui apporte de la valeur. Et l'immobilier, ça m'a toujours passionné, surtout l'immobilier de bureau, parce que, surtout après Covid, eh ben, les bureaux sont vides. Et moi, quand j'étais à l'ESSEC, j'ai fait un stage dans un garage automobile où, en fait, c'était un apprentissage qui permettait aux entreprises de bénéficier d'une réduction des taxes. Donc, il y avait certaines boîtes qui n'avaient pas forcément besoin de quelqu'un, mais qui prenaient le stage pour avoir les réductions. Voilà. Et donc, ça, c'était mon cas. Et du coup, je me suis retrouvé dans un garage automobile, dans un endroit qui s'appelle Deuil-la-Barre. Déjà, le nom Deuil-la-Barre, t'arrives le matin, ça fait pas plaisir. Et je devais être au bureau tous les jours, 1h30 de transport de chaque côté, sans avoir forcément de choses à faire à la journée. Et j'ai réalisé que être obligé d'être au bureau quand t'as rien à faire, il n'y a rien de pire. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce les entreprises payent des bureaux qu'elles utilisent? Après Covid, les taux d'utilisation, c'est à peu près 25%. Même pas d'occupancy, d'utilisation. C'est-à-dire que si on regarde un siège, est-ce qu'il est occupé? En moyenne, 25% du temps, uniquement, il est occupé. Et comme le real estate, ça contribue la construction, 40% des émissions des gaz à effet de serre, je me suis dit, sûrement, il y a un truc quand même mieux à faire dans la façon dont on peut utiliser le bureau. Et ça, c'est via la flexibilité. C'est un peu comme le Uber, si tu veux. Quand on a soit on a un taxi et on fait un retour sur cet actif que quand il est utilisé. Uber, il prend un actif qui existe déjà, qui sert à quelqu'un d'autre, pour aussi l'utiliser, faire une meilleure utilisation en tant que transport. Et c'est ça un peu, c'est une des parties qui m'a motivé pour Ferromada, c'est de vraiment grandir le segment des bureaux on-demand pour que les boîtes, d'une part, les boîtes payent moins, et l'autre partie, c'est pour les employés. Parce que, revenons à Deuil-la-Barre, le bureau était horrible et franchement tellement déprimant d'aller tous les jours bosser dans un bureau horrible. Tu te dis, surtout après Covid, quand tu peux bosser de chez toi, pourquoi tirer au bureau si c'est nul et déprimant? Il n'y a pas d'intérêt. Donc, je me suis dit, comment on peut faire des environnements qui sont mieux pour les gens, qui créent de la créativité, du bien-être, et aussi une fonction qui permette aux gens d'apprendre des choses. Parce qu'un des problèmes en entreprise, c'est les silos. C'est-à-dire qu'on est cantonné dans un job, on a peut-être d'autres intérêts, mais c'est très difficile d'apprendre de nouvelles compétences. Surtout en Nouvelle-Zélande, où 90% des boîtes ont moins de 20 employés. Ça veut dire que pour les directeurs des boîtes, c'est vachement dur de passer du temps pour améliorer les compétences de leurs collaborateurs. Du coup, je me suis dit, en plus du coworking et de l'aspect physique, si on pouvait apporter une solution de training, coaching et d'amélioration des compétences qui puisse connecter tous les occupants d'un bâtiment, pas seulement au sein d'une boîte, mais across, à travers différentes boîtes. Comme ça, on pourrait faire du freelancing, intralancing et aussi du opportunity sharing qui permettrait justement à tous les collaborateurs qui sont dans un bureau de pouvoir faire d'autres choses et donc d'acquérir de nouveaux skills. Et le but dans ça, c'est d'améliorer la productivité des employés qui permettent d'avoir une économie plus forte, mais aussi d'un point de vue individuel, quand on est plus productif, ça veut dire qu'on peut faire plus dans le même temps ou faire la même chose en moins de temps et donc avoir plus de temps pour soi, pour la créativité, les arts, la philosophie, toutes ces choses qui améliorent la vie.
Ok, tu parles de toutes ces choses qui améliorent la vie. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon dont tu penses cet écosystème et que c'est pas juste un open space ou un coworking office? Est-ce que tu peux m'expliquer justement, on en discutait un petit peu en off avant, mais toute la structure que tu mets en place, parce que moi là, dans ce que tu m'expliques, on est sur de l'optimisation, de la performance et du fait de diminuer son temps de travail pour croître en productivité et être vraiment focus. Mais ce qu'on a vu aussi post-Covid, quand tout le monde commençait à arrêter de prendre des bureaux, c'est que il y avait un problème de formation par rapport à la transmission des connaissances entre les managers qui étaient dans leur maison et les juniors, par exemple, qui étaient chez eux également. Et finalement, toutes les discussions de café, de comptoir de café, les discussions, machine à café qu'on a naturellement, où il y a plein d'infos qui passent. Il y avait cette déperdition-là qui aujourd'hui entraîne les entreprises à réinciter les gens à revenir au bureau. Donc, comment est-ce que tu fais, toi, pour t'intégrer dans ça et justement me présenter un petit peu l'écosystème que tu construis? Ouais. Alors, la partie numéro 1, c'est vraiment l'idée du shared office space. C'est-à-dire que si on est une boîte de 5, on va pas avoir notre bureau isolé dans un coin. On aura une partie qui sera dédiée, mais on aura tout de suite accès à aussi des espaces beaucoup plus partagés où les water cooler conversations, conversations machine à café, pourront se faire non pas juste avec nos collaborateurs dans notre boîte, mais aussi avec d'autres. Par exemple, on peut travailler dans une boîte de finance, aller boire un café et dans l'espace partagé d'Omada, il y aura un consultant en sustainability. Et on va avoir une petite conversation. Ah tiens, j'aimerais faire ça. La deuxième partie, et ça c'est plus intentionnel, c'est avec tout ce qui est la partie event. Donc par exemple, où chaque mois, toutes les 2 semaines, on fait venir un expert sur un topic et on crée un event où tous les clients d'Omada peuvent venir et écouter ce qu'il a à dire sur cette partie-là. Et après, il y a un networking, et donc là, drinks, etc., où on peut partager de la connaissance. La troisième partie, c'est un partenariat avec Hive et Vincent Villard que tu as interrogé. Tout à fait. En fait, la plupart des coworking, ils parlent de community, mais à la base, leurs plateformes technologiques sont des booking platforms. Donc, c'est d'abord une plateforme de booking pour pouvoir réserver son bureau, sa meeting room, etc., sur laquelle ils rajoutent une partie community. Moi, ce que je fais, c'est au contraire, la plateforme community, elle est designée pour la communauté. Parce que Hive, c'est à la base une plateforme qui est pas faite pour les coworking space, elle est faite pour les entreprises, pour les grandes entreprises. Et donc vraiment la façon dont c'est designé, la façon dont c'est pensé, c'est pour faciliter toutes les connexions. Par exemple, Hive a une fonction Coffee Connect où c'est dans une grosse boîte, toutes les semaines, ça t'organise randomly. Aléatoirement, ouais. Aléatoirement, merci. Un café avec une personne de la boîte. Ça peut être quelqu'un qui bosse en marketing, qui va rencontrer le CEO, etc. Et ça crée vraiment une connexion. On ne sait pas qui on va rencontrer, mais c'est l'opportunité, de venir au bureau, prendre un café et d'échanger avec quelqu'un d'autre. Nous, l'idée, c'est de faire ça, mais pas seulement dans une seule boîte, mais partagé autour de tous les clients d'Omada sur un site et ensuite à l'échelle nationale. Ok. Oui, donc Hive, pour rappeler à nos auditeurs, donc c'est une plateforme qui met en relation des collaborateurs d'une entreprise qui ont un centre d'intérêt avec des experts dans cette même entreprise, donc qui est plutôt une solution adressée à des grands groupes. J'en parle avec Vincent Vuillard, donc le fondateur de la technologie dans l'épisode 40 des Leaders sans frontières. Et voilà, toi, aujourd'hui, c'est vraiment réadapter ça pour connecter finalement dans les coworking space, les gens entre eux, et en utilisant leur technologie. Tout à fait. Vraiment partir d'une technologie qui est faite pour ça et la rajouter à l'espace physique. Et du coup, l'espace physique, en fait, qu'on fournit, crée de support à ces connexions. Mais quand on sait que les nouvelles générations, elles passent tellement de temps en ligne, ça a beaucoup de sens de se concentrer sur cette plateforme technologique
et ensuite de rajouter l'espace physique pour qu'il y ait quand même de la connexion en propre. Parce que je pense que ça, c'est très important. Covid l'a démontré. Le knowledge sharing est très difficile quand ça reste que virtuel. D'ailleurs, je parlais avec un autre Français la semaine dernière qui a une boîte de Frogs in NZ. Il a une boîte de travel. Et lui, là, ils avaient plus de bureau pendant Covid. Et là, il veut absolument retrouver un bureau parce que le fait de ne pas avoir de bureau, leur staff turnover est passé à 100%. Oui. Les gens, ils viennent, mais après, ils se sentent tellement pas connectés à la culture, au but, à la mission, la vision de l'entreprise, que ils se sentent isolés chez eux et du coup, ils prennent un autre boulot après. Okay. Donc, intéressant. Pendant Covid, tout le monde était super content. Je vais bosser de la maison, c'est génial. Mais à terme, il y a vraiment des coûts très importants qui résultent de ne pas avoir d'espace physique de travail. Ok. Et en plus de ça, après, une fois que tu as fait ces connexions, tu parlais également des loisirs, la partie connaissance et ouverture. Vous avez rajouté également la partie art, c'est ça? Ouais. Nous vous exposez également justement pour sensibiliser Tout à fait. entreprises à l'art. Je pense que la créativité, ça va être un des skills les plus importants de l'avenir. Et donc, par créativité, pas forcément créativité artistique, mais le problem solving, la créativité dans les relations avec les autres, toute cette partie des soft skills va devenir très différenciante pour les boîtes. Parce que je pense que l'intelligence artificielle, on parle de créativité, mais en fait, c'est pas de la créativité. Je pense que l'IA, pas l'AI, l'IA, en fait, c'est un reflet de l'homme. Ça ne fait pas mieux que l'homme, ça régurgite un peu ce que nous on fait avec différentes connexions. Mais la vraie créativité, personnellement, je pense que ça ne peut être qu'humain. Et pour résoudre les grands problèmes de business ou de l'humanité dans le futur, la créativité humaine, c'est le plus important. Et l'art, d'avoir de l'art dans ces espaces, c'est prouvé, hein, ça augmente la créativité de façon exponentielle. Et l'autre partie de ça, c'est aussi être artiste, c'est très difficile. Et via Omada, on veut que ce soit un espace en plus que les galeries pour que l'art puisse être présenté, vu, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un tableau qui reste dans un garage que personne ne voit. Donc on utilise aussi les espaces pour promouvoir les artistes à travers la Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant de ta carrière? Au bout de 3 ans où j'étais en Nouvelle-Zélande, il y avait un de nos concurrents qui s'appelait BizDojo qui grandissait très vite et qui avait une très forte présence marketing. Et ça avait l'air d'avoir un produit complémentaire très focus sur les startups. Et à l'époque, dans le monde, Regus cherchait tout le temps des nouvelles marques. Et j'avais introduit donc les fondateurs d'ici au CEO de Regus Monde, qui est aussi le fondateur, et à l'équipe Merger and Acquisition. Et voilà, mais je leur ai dit peut-être que c'est intéressant à voir, etc. Et bon, les mois passent, je demandais des nouvelles à l'équipe Merger and Acquisition, et ils me disaient rien, ils me disaient non, on te dira quand c'est prêt. Et je pars en vacances au Vietnam, et c'était juste avant Noël. Et puis là, je reçois un coup de fil, Pierre, on a fait le deal, il faut que tu rentres immédiatement. Donc c'est-à-dire entre BizDojo et Regus. Voilà. Et du coup, je me dis, zut, alors je suis en vacances, etc. Et je rentre, et là, un point de vue culture, on m'avait pas donné tout à fait tous les détails. Et donc, j'arrive, j'ai un meeting avec les 3 fondateurs. Je leur dis, super, bienvenue dans la famille Regus, etc. Et là, boum, aucun sourire, rien du tout. Je me dis, j'ai peut-être pas tout saisi. Moi, je croyais qu'ils avaient vendu leur boîte, ils étaient contents. En fait, non. La boîte allait faire faillite, et du coup, tout s'était pas très bien passé. Et Regus, à l'époque, en Nouvelle-Zélande, avait 25 staff. BizDojo en avait 35.
Et donc, c'était, j'ai pas le mot en français encore, mais fusion Ouais. entre ces deux boîtes. Et là, j'ai vraiment appris l'importance de la culture d'entreprise et les dangers d'essayer d'intégrer des équipes qui n'ont pas du tout la même culture. Un exemple donc, qui me faisait bien rigoler, c'était quand j'ai commencé à regarder les chiffres, etc., des sites, surtout la balance AG, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des paiements, ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas été faits. Donc des clients qui étaient là, ils étaient encore là, ils utilisaient leur bureau, ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas payé. Et quand je demandais bah, pourquoi, et la réponse était « Ah bah c'est une start-up, il faut l'aider ». Sauf que de l'autre côté de la balance, bah fallait quand même payer le loyer au propriétaire. Donc assez difficile de faire comprendre que ça c'était important, et surtout le staff de BizDojo était super engagé, ce qui était génial. Belle culture, vraiment là pour soutenir les clients. Et quand justement j'ai essayé de progressivement changer cette attitude, parce que malheureusement un business où on est toujours à 6 mois de délai pour payer, pour recevoir les factures, c'est pas très viable. C'est pas très viable. Donc voilà, de ce point-là, c'était très difficile. Ça a pris 18 mois. Au final, je crois qu'à peu près tout le staff de BizDojo est parti et on a dû tout changer. Ok. Donc voilà, ça c'est un beau challenge. Peut-être en France, si j'avais été en France, peut-être que ça aurait été un peu plus simple. À l'époque, j'étais encore très français dans mon approche de management. Mais c'était un de mes plus gros challenges, sans doute. Ouais. Et d'un point de vue ADN, parce que tu as vraiment l'ADN BizDojo et l'ADN du mastodonte de Regus qui arrive. Du coup, comment est-ce que tu as fait pour essayer de comprendre? Finalement, tu dis qu'ils ne sont pas énormément restés, les staffs. Si tu avais cette expérience à revivre, est-ce que tu ferais la même chose ou est-ce que tu changerais certains points? Ça dépendra de pour quelle boîte je le fais. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que la culture d'entreprise, c'est très fort. Et Regus, comme BizDojo, avait une culture très forte. Et comme, d'un point de vue structure, c'était pas structuré de façon à avoir deux sociétés différentes, si c'était à refaire, je serais peut-être beaucoup plus décisif. Parce que maintenant, je sais que dans une boîte qui n'est pas structurée pour avoir différentes cultures d'entreprise ou une culture différente pour chaque marque, ça n'arrivera jamais. Ça ne marchera jamais d'avoir des cultures différentes. Les gens ne vont pas bosser ensemble. Il y aura toujours de la friction entre le management, les systèmes et la delivery pour le client. Donc, si c'était à refaire chez Regus, en fait, je ferais beaucoup plus rapidement la transition du personnel. Trancher très vite. Tout à fait. Jusqu'à attendre et que ça soit trop douloureux. Exactement. De faire une fois mal. Voilà. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que les employés de BizDojo, ils avaient à peu près au début déjà pris leur décision qu'ils allaient partir. Donc, l'engagement était complètement bas. Mais donc, sans pouvoir faire beaucoup de choses, ce que j'ai pas voulu, manager à la performance tout de suite, parce que je me suis dit, ça va changer, ça va venir, etc. Si c'était à refaire, je serais beaucoup plus décisif là-dessus. C'est-à-dire avoir tout de suite une maîtrise du performance management pour pouvoir faire les changements nécessaires plus rapidement si besoin. Après, perso, je ne le referai pas. Parce qu'avec maintenant, ce que j'ai appris, c'est que bien analyser la compatibilité de la culture quand on fait une acquisition, c'est primordial. Parce que sinon, on perd les gens, et la perte des gens, c'est l'actif le plus important dans un business. Avec 100% de turnover, c'est très coûteux Bien pour sûr. une boîte. Ouais. Quelle est ton ambition pour Omada? Comment est-ce que tu projettes cette aventure? On m'a demandé récemment quand est-ce que j'allais étendre à l'étranger. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est arriver le plus rapidement possible, personnellement, à une situation où je peux ne faire que du bénévolat. C'est-à-dire aider d'autres gens, aider d'autres boîtes qui font des choses bien,
qui font des choses ce qu'on appelle le for good business. Donc, j'ai pas C'est-à-dire le for good business, parce qu'il faut bien manger à la fin du mois. C'est ce que je dis en fait. C'est-à-dire, d'un point de vue financier, arriver à un moment où je peux me permettre de ne plus être impliqué dans le day-to-day. Et j'ai des petits besoins. Moi, une Toyota Corolla, ça me va très bien. Donc, c'est arrivé à cette taille-là. Le marché en Nouvelle-Zélande, il est assez petit. À l'heure actuelle, il y a probablement à peu près 100 millions de revenus. Le marché du coworking, c'est 100 millions et ça va probablement grandir à 600 millions d'ici 10-15 ans, je dirais. Le compounded rate of growth est à peu près de 25%, je crois, en Nouvelle-Zélande. Mais ça reste petit à l'échelle du monde. J'aimerais, dans 3 ans, avoir 5 ou 6 sites et avoir monté la partie fonds d'investissement. Parce que là, à l'heure actuelle, on manage, c'est plus du property management, mais je pense qu'on est dans une partie du cycle où il y a vraiment une très belle opportunité pour acquérir des immeubles de bureaux décrépits, c'est pas le mot, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les boîtes ont besoin de moins de bureaux. Ça, c'est partout dans le monde. Et donc, il y a un mouvement des sites de bureaux de qualité secondaire vers les sites de qualité plus élevée. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'immeubles de bureaux secondaires qui ne pourront plus être loués parce que le propriétaire n'a plus assez d'argent pour les refurbished, n'a plus les capacités pour le faire. Et donc, on va se retrouver avec beaucoup de stock. Soit on le transforme en appartement, soit qu'est-ce qu'on en fait? Et l'équation financière pour refurbish ces bureaux-là et les louer d'une façon traditionnelle, donc juste un bail et d'un point de vue propriétaire, on récupère juste le loyer, ne va pas marcher. Et donc, l'idée, c'est d'acquérir ces sites-là, d'investir pour les améliorer, mais les manager en shared office. Parce que quand c'est en shared office, le fait que ce soit partagé, on arrive à dégager un revenu par mètre carré bien supérieur au revenu qu'on dégage par mètre carré sur un bail classique où on loue à une seule entreprise. Et donc ça permet de justifier l'investissement. C'est aussi très bon d'un point de vue sustainability. Donc tout ce qui est impact environnemental, va y avoir de plus en plus de régulation. Et le shared space, parce que le fit-out, l'aménagement intérieur, est maintenu sur toute la durée de vie de l'asset, au lieu qu'il soit customisé, démoli et refait pour un nouveau client. C'est un peu comme les hôtels. Une fois que le fit-out est fait, il reste en place et il y a juste de la maintenance. Donc, tous ces facteurs-là font que l'investissement immobilier de rachat d'immeubles déclassés pour les upgrader en shared office, je pense, va être très intéressant. Donc, 3 ans, j'aimerais avoir 4-5 sites et avoir lancé ce fonds où on puisse, en plus de l'asset management, faire aussi du fund management et on gérerait l'investissement de nos clients et aussi la gestion des shared office qu'on managerait pour nos clients. Et donc, à long terme, je dirais 10 ans, j'aimerais bien, d'ici 10 ans, arriver à me concentrer sur du bénévolat. Donc, la création et l'accompagnement de projets, de start-up, tout à fait. En hébergement. Voilà. Après, j'ai pas l'ambition d'être milliardaire. Si c'était le cas, peut-être que je pourrais donner énormément à des charités, mais au lieu de donner beaucoup d'argent, donner mon temps. Ça me... j'aimerais beaucoup jouer. Je suis très admiratif de ma femme. Au début, elle a acheté une galerie d'art qui s'appelle Phonender Galleries juste quand on s'est rencontrés. Et elle me demandait des conseils. Et moi, à l'époque, j'étais encore chez Regus. Et du coup, je lui dis, faut que tu coupes les coûts ici, tu payes moins tes employés, tu fais ça. Et elle me dit, ah non, mais pas du tout. Moi, je veux vraiment aider mes artistes à gagner plus. Parce qu'un artiste, ça gagne rien. Et j'ai réalisé qu'elle avait vraiment raison. Parce qu'elle est vraiment motivée par cette vision de soutenir les artistes et de les aider à améliorer leur vie et à pouvoir vraiment vivre de leur art. Et toutes les décisions qu'elle a fait d'un point de vue de business,
ont été définis par ça. Et j'ai réalisé au final, quand on a une bonne vision, je pense que toutes les décisions qu'on fait après, qui en découlent, sont bien meilleures. D'un point de vue business aussi. Oui, c'est la quête de sens. On en parlait Tout au à début fait, de tout à l'épisode. C'est qu'est-ce qui t'a animé et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as créé Omadas. C'est le sens de ce que tu apportes. De se dire que ce sens peut encore évoluer et après être encore plus bénéfique par rapport au sens que tu définis toi comme bon. Je pense, parce que je pense que la plupart des entrepreneurs penseront probablement comme moi, mais surtout au début, on fait pas pour l'argent, parce que de ce point de vue-là, financier, je pense qu'on serait bien mieux à continuer à bosser pour une grosse boîte. Donc quand on doit tout faire, et je disais, je suis passé du 9 à 5 au 6 à 10. Parce que, 7 jours sur 7 probablement. Vincent, c'est la même chose. En tout cas, les 3, 4, 5 premières années en entrepreneuriat, on fait tout. On est le CEO, l'assistant, le marketing manager, le inside sales. Et donc, si on n'a pas vraiment un sens, on se demande vite, mais pourquoi je fais ça? Je me le demande quand même, hein, souvent. Ça dépend des jours, mais ouais, le sens, c'est très important. Et d'ailleurs, je pense que les boîtes qui ont su garder ce sens tout au long de leur croissance, c'est les boîtes les plus performantes. Je pense une boîte qui a vraiment une vision et un mission statement qui est vrai, elle performe beaucoup mieux que leurs consoeurs. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné dans ta carrière? It's not a sprint, it's a marathon. Ça, ouais. Surtout pour l'entrepreneuriat. J'avais tendance à tout donner très vite. Et en fait, de bouger du monde corporate au monde de l'entrepreneuriat, la résilience, c'est la clé. C'est la clé parce que quand on est une petite boîte, qu'on démarre, on se prend encore plus de portes que quand on bosse pour un gros corporate. Et avoir cette résilience, c'est critique. Parce que sinon on n'arrive pas à tenir la route, je pense. Donc ouais, prendre le temps de reculer un peu, prendre un pas de recul, voilà, pour avancer beaucoup plus loin. Ok. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te guide dans la vie? Non, pas vraiment. J'essaye de ne jamais juger. Parce que je le faisais quand j'étais plus jeune et je pense que ça venait surtout d'une insécurité. Et quand on juge... Juger quoi? Juger les gens? Les gens, ouais. Et je pense que quand on juge, on se coupe vraiment de la vérité des gens. Et donc j'essaie de me forcer à chaque fois à ne pas porter de jugement, de rester complètement objectif sur les gens pour pouvoir arriver à vraiment les connaître. Et après, je peux décider si j'ai envie de continuer les relations avec ces gens ou pas. Mais ouais. Après, ça sort un peu de la Bible et je ne suis pas religieux, mais ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. J'essaye de faire en sorte que ça me guide. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne justement qui souhaite entreprendre? Qu'est-ce que, après toute ton expérience, tout ton vécu, si tu devais parler au Pierre des débuts, de tes débuts dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? Être sûr de son pourquoi on le fait. Et alors, critique que je n'ai pas fait, et ça me prend énormément de temps maintenant à revenir en arrière. Écrire sur une page comment on fait chaque chose. Parce que quelques années plus tard, soit on veut vendre sa boîte, soit on recrute son premier employé. Et si on n'a pas détaillé chaque petit process et comment ça se fait, on perd énormément de temps. Soit à former le premier employé, soit retrouver comment on fait les choses. Et on devient... en fait, il faut se rendre non pas indispensable, le contraire. Il faut arriver à un moment où tout marche pour qu'on puisse s'enlever du business et tout continue sans nous. Il y avait un livre que j'avais lu, Good to Great. C'est un livre de management où il disait les great leaders, c'est ceux qui, quand ils partent, la boîte continue.
sans problème. Je pense ça, et surtout en Nouvelle-Zélande, c'est un gros problème parce que beaucoup de boîtes sont petites. Il y a énormément de gens qui créent leur business et ils n'arrivent jamais à en sortir. Du coup, ils bossent tout le temps parce qu'on ne s'arrête jamais quand c'est notre business. Et ils n'arrivent jamais à s'extraire, merci, de leur boîte. Oui. Donc ouais, je pense... Oui, parce que toute la boîte est tournée sur le personal branding Exactement. du CEO. Tout à fait. Et c'est Tout à fait. Ouais, ça correspond exactement à tu travailles sur ta boîte et pas pour ta boîte. Ouais. Et c'est le fait d'arriver à répartir et de faire tous les jours 10, 20, 30% de ta journée sur ta boîte et pas pour ta boîte qui te permettra à terme de partir. Okay. Et aussi, ce que j'ai réalisé, ce que tu penses va prendre 1 an, ça en prendra 3 ou 4. Toujours beaucoup plus long. Et il y a beaucoup plus de boulot que ce qu'on pense. Et ça, d'ailleurs, je pense que j'ai tellement d'autres entrepreneurs qui me l'ont dit. Prendre le temps de prendre soin de soi. Ça, c'est critique. La gym, aller en nature, très, très important. Parce que la santé mentale, je pense, je parlais de résilience avant, c'est vraiment, vraiment primordial. Parce qu'on est tout seul, surtout au début. Et donc, on n'a pas... on a rarement l'occasion de parler avec un collègue ou de dire du mal de son patron à un autre collègue, ce qui fait du bien, tout le gossip. Et donc, c'est vraiment important d'avoir... le sport qui nous donne la gratification. Parce qu'il y a peu de gratification dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a tellement de failures, d'échecs quotidiens que si on n'a pas à côté des choses qui nous donnent de la satisfaction, faire la cuisine, faire du sport, je pense que d'un point de vue mental, c'est très difficile. Donc moi, je fais... du sport tous les jours, sauna tous les jours, et j'essaie de faire du surf 1 fois par semaine. Okay. Bon, ça, j'y arrive pas tout le temps, mais c'est un peu la clé. Ouais, intéressant. Important de toujours garder l'esprit sain, corps sain. Ouais, tout à fait. Ils font ça bien en Nouvelle-Zélande. Souvent à 5-6 heures du mat, les gens ils courent dehors. Et ça, on fait pas assez en France, je pense. Surtout à Paris. Ça manque, à mon avis. Et c'est assez primordial. Ouais, la vie ici est très saine. Les gens, le sport, c'est vraiment un pilier de la vie en Nouvelle-Zélande qui fait partie comme le travail de la journée. Mais tout le monde fait du sport tous les matins ou tous les soirs. Merci beaucoup, Pierre. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci pour ton temps et superbes locaux ici au sein d'Omada dans cet open space. On s'y sent vraiment bien. Écoute, merci, c'est le but. Merci encore de m'avoir invité et puis bon voyage. Super en tout cas, super projet franchement et je trouve très intéressant l'idée de partager les différences dans le monde parce que il y a beaucoup à apprendre. Et je pense dans un but d'améliorer comment on travaille dans nos propres pays. Il est important de regarder comment ils travaillent dans les autres et je suivrai avidement vos prochains épisodes. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet échange, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.